merci encore une fois pour l'organisation, le jury et à Mme Marquis de m'avoir incité à me présenter ici et sortir de ma zone de confort. On m'entend pas bien? D'accord, parfait. Donc, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de la place des groupes vulnérables en négociation internationale. Donc, ce n'est pas forcément des nouveaux acteurs, mais c'est peut-être une nouvelle place, une plus grande sensibilité à laquelle on s'ouvre. C'est une réflexion. Comment est-ce que je passe? Ah, ben. Génial. C'est une réflexion qui est une démarche pluridisciplinaire à la croisée entre le droit, les relations internationales dans une approche de prévention et règlement du différend et qui est très teintée de socio-anthropo, comme vous le verrez. J'ai développé dans ma production de fin d'études de maîtrise en PRD, donc prévention et règlement du différend, modèle amiable, ce que je pense que tout le monde comprend ici. Donc, par les processus de négociation, qui est vraiment la principale interaction en relations internationales, la mondialisation, c'est un vecteur de transformation culturelle, transformation sociale, politique, économique, etc., qui englobe des réalités nationales, internationales, qui ne se limitent pas, au rapport juste interétatique. Ça interroge... en interrogeant les modes de négociation avec les groupes les plus faibles, pour moi, c'est aussi comprendre le rôle des groupes vulnérables dans les marchés et optimiser les négociations en leur présence. Donc, je vais développer un petit peu une théorie dans l'analyse synthèse que je vais appliquer ensuite à l'expérience des groupes autochtones aux négociations de l'accord de Paris. Puis, dans un dernier axe, réfléchir comment les modes de PRD, les modes à l'amiable, peuvent être une réponse, en fait, et un mode de capacitation. Ah, oups. C'est là qu'on était. Parfait. Donc, la prémisse de cette démarche, en fait, c'est un relevé de littérature qui est pluridisciplinaire, qui est principalement axé sur l'étude de négociation de paix ou de négociation internationale, mais pas forcément de négociation de traités ou commerciales, comme vous semblez beaucoup vous y connaître. Sur les groupes en situation de vulnérabilité et on remarque en fait qu'ils vivent davantage d'injustice et sont souvent en rapport de force défavorable dans les processus de négociation. Donc, c'est un rapport qui dépasse largement en inéquité des rapports sociaux, des rapports de force normales, parce que comme vous le savez tous, ici, toutes les négociations ont des déséquilibres et des rapports de force et c'est normal des fois de ne pas aboutir à des négociations. Donc, quand on parle de vulnérabilité, c'est vraiment une coche au-dessus. C'est des vulnérabilités qui s'illustrent par des difficultés notables à représenter et négocier leurs intérêts et enjeux, une possible alignation à accepter plus de compromis ou une entente insatisfaisante, une plus grande susceptibilité à la manipulation, à la persuasion, à la contrainte, le maintien de rapports de force défavorables ou le renforcement des divisions, ça c'est beaucoup dans les conflits ethniques et culturels, l'exclusion des processus de négociation, de discussion et de prise de décision, ça c'est beaucoup dans le commercial, et une plus grande probabilité d'escalade de conflits vers la violence et les conflits armés. Et lorsqu'on parle de conflits armés, en fait, et qu'il y a même une résolution, il y a une plus grande probabilité de paix fragile, et un retour du conflit en moins de 24 mois. Et bien entendu, il y a énormément et souvent d'échecs de processus de ces négociations. Donc, c'est des conséquences qui sont tant économiques, sociales, politiques, qui affectent un peu tous les côtés, tous les marchés, et qui... En fait, comme le succès en négociation, c'est essentiel pour le développement d'un marché, c'est des conséquences qui contreviennent beaucoup à l'objectif de croissance sociale et économique de la mondialisation si certains groupes ont des freins, en fait, à ces développements-là. La littérature, elle explique ces conséquences-là par l'existence des rapports de force. Il y a un peu deux divisions dans la littérature. Il y a des auteurs qui disent que carrément, c'est tellement compliqué d'avoir des résultats positifs en négociation en présence de groupes vulnérables que ça ne vaut même pas la peine d'essayer. On parle de Kaufman, de Pilar, de Stillman, qui disent qu'en fait, en présence de si grandes vulnérabilités ou de si grands rapports de force, la seule chose qui fonctionne, c'est des modes super contraignants comme des tribunaux avec un juge qui tranche et en fait qui les représente à leur place. Tu as d'autres auteurs comme Berkovich ou Fisher, qui est plus en PRD, qui disent que oui, c'est vraiment difficile et même s'il y a beaucoup d'échecs et beaucoup de difficultés, il y a moyen avec des modes un petit peu plus adaptés d'aller chercher des résultats plus satisfaisants, pour ne pas dire des grandes réussites. Moi, je me suis un peu, je suis dans cette ligne-là, en fait, dans ma question de recherche. Et mon objectif, c'est vraiment d'éclaircir les liens entre la vulnérabilité, les capacités à négocier et l'effet, dans le fond, sur les processus de négociation.
ma thèse, en fait, puis mon hypothèse, elle est validée par mon analyse synthèse, comme quoi c'est bien une iniquité des capacités à négocier qui crée un gros déséquilibre irréconciliable et qui affecte, en fait, les processus comme les résultats dans les négociations. Donc, exactement, sans prise en compte de la problématique de la vulnérabilité et ses conséquences, selon moi, les modes de négociation, les modes de PRD, ils ne peuvent pas s'appliquer avec succès en présence de groupes vulnérables. Donc, dans cette démarche intersectorielle et aussi pluridisciplinaire, j'ai essayé d'élargir le cadre libéral que je considère insuffisant en offrant une proposition de définition complémentaire à ces concepts. Donc, pour moi, la vulnérabilité, même si c'est un concept qui a reçu une super grande attention des chercheurs, surtout dans le domaine juridique actuellement, elle ne fait pas l'unanimité, elle est très polysémique. J'ai recensé une soixantaine de définitions différentes et en relation internationale, en fait, même si elle apparaît en filigrane dans certains traités, dans des conventions ou dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas un concept qui mobilise automatiquement des mesures antidiscrimination. Par contre, c'est un concept qui est associé au principe d'égalité et de non-discrimination. Donc, c'est associé, mais ça ne mobilise pas. Vous comprenez la différence. Je propose donc une définition où des facteurs sociaux, politiques, culturels, économiques et même physiques influencent la condition défavorable dans un processus de négociation. Pour moi, c'est un concept qui est propre à chaque territoire, à chaque population et à leur histoire. Sur le plan de la théorie, vite fait, en fait, les origines de la vulnérabilité, pour moi, c'est autant multifactoriel que la définition du concept. C'est des facteurs qui sont hors du domaine des choix de la population. Donc, ça vient d'inégalités, d'opportunités qui empêchent les populations d'être dans les mêmes conditions de l'atteinte de leur objectif. On parle de la pauvreté, par exemple, où est-ce qu'il y a un groupe qui est dans une situation de pauvreté met toutes ses ressources, en fait, dans des choses vraiment nécessaires, plus liées à la survie et non dans le développement de relations, de liens, de stratégies de négociation, etc. La légitimité, juste d'avoir accès à des processus, être un État, ne pas être un État faible, un État fragile. The Price of Non-Settlement, qui est assez impressionnant, en fait, comme quoi tous les groupes vulnérables ou les pays un peu les plus faibles, quand ils échouent des négociations, ils payent un plus grand prix que les groupes qui sont déjà dans une situation plutôt confortable. Les femmes, situation de comorbidité bien connue aujourd'hui. Et finalement, les groupes minoritaires, marginaux, minorités ethniques, minorités culturelles, groupes autochtones qui n'ont pas forcément des statuts d'État, mais qui sont des communautés qui vivent beaucoup d'instabilité et qui ont d'autres facteurs de vulnérabilité. Donc, je n'ai pas trop le temps de développer là-dessus. Par contre, pour moi, c'est important de démontrer en fait que les capacités à négocier, ils tendent au principe aussi de... non, j'ai sauté, pardon, de démontrer que ces facteurs-là, en fait, de vulnérabilité, ils affectent d'acquérir en fait les capacités et le statut nécessaire pour bien négocier et être à l'aise dans un processus. Quand on parle de capacité à négocier, moi, je lis ça au concept de capacitation directement, où est-ce qu'on peut renforcer les capacités par un cadre légal ou non. Il y a d'autres cadres aussi qui le permettent. Donc, sans forcément nommer c'était quoi les bonnes capacités à négocier, parce qu'encore une fois, ça dépend de chaque situation, de chaque négociation. Une partie qui est en pleine capacité, ça possède tant les capacités pratiques, techniques, stratégiques à négocier, donc savoir-faire, connaissances, l'aisance dans le processus, les capacités à mettre en œuvre les principes négociés, hyper important, et la légitimité d'y accéder. Pour le démontrer, moi, je me suis intéressée à l'expérience des groupes autochtones dans les accords de Paris. Et en gros, en fait, eux, ils considèrent qu'ils ont échoué cette négociation-là, que tous leurs gros efforts, leur grande participation n'a pas donné aucun résultat pertinent. Et j'ai cette citation-là d'Afi Malungi que je vais lire par-dessus son épaule, je m'excuse. Alors que les gouvernements célèbrent la signature d'un nouvel accord pour le climat en remplaçant le protocole de Kyoto, les peuples autochtones se disent déçus et dénoncent l'absence de la prise en compte de leurs droits spécifiques et de la justice climatique. Pour eux, l'accord de Paris, qui exclut les droits des Autochtones, sonne comme une sentence de mort potentielle pour toutes les communautés vulnérables partout dans le monde. En effet, ces derniers plaidaient que pour que le document final adopté par les États puisse reconnaître de manière spécifique leurs droits et la promotion des solutions climatiques en leur faveur, puisqu'ils sont en première ligne des effets des changements climatiques. Donc, de tout ce que j'ai lu, la parole autochtone s'entend autour de ces témoignages. Si on analyse les résultats négatifs par un spectre de la vulnérabilité, donc une grille d'analyse de la vulnérabilité, il reste 5 minutes, bon.
Il y a 6 facteurs qui se dégagent. Le premier, l'impact des risques. Comme elle le dit, dans le fond, les groupes autochtones vivent principalement dans les zones géographiques les plus touchées par les changements climatiques et ils sont dans une situation aussi où est-ce que les groupes autochtones dépendent de leur environnement. En fait, leur culture est intrinsèquement dépendante de leur rapport à la terre. Si on pense aux Inuits, s'il n'y a plus de calottes glaciaires, le mode de vie Inuit et la culture Inuit s'effondre avec. C'est d'ailleurs magnifiquement illustré dans le livre de Sheila Watt-Cloutier, Le droit au froid, si ça vous intéresse. Ensuite, il y a la légitimité non acquise, ou que je devrais appeler l'illégitimité. Donc, les différentes analyses des groupes autochtones, en fait, et leur participation aux accords de Paris démontrent que les droits et les reconnaissances internationales des peuples autochtones ne transparaissent pas du tout ou peu dans les mécanismes de participation des négociations environnementales en général. Les peuples autochtones sont considérés comme des acteurs de la société civile en égo international au même plan que les ONG. Ça, c'est problématique parce que leur statut ne peut pas leur permettre d'acquérir les capacités nécessaires par la légitimité pour être écoutés et considérés à la fois. Pour en faire la démonstration, il y a Nachet qui a utilisé le cadre analytique Betzel et Correll qui est destiné à l'analyse des capacités, l'influence des ONG. Puis en utilisant ce cadre analytique-là, ils ont décidé que l'influence, dans le fond, des peuples autochtones était modérée sur les processus, c'est-à-dire un petit impact, mais pas vraiment, et faible, voire nul sur les résultats. C'est un enjeu qui, selon moi, s'inscrit dans un cadre hégémonique en relations internationales où est-ce que les négos sont historiquement réservés à la diplomatie, donc aux États. Si on accordait aux actions autochtones, dans le fond, un poids diplomatique, ça serait carrément une révision du cadre conceptuel hégémonique en relations internationales qui marginalise la parole autochtone et la légitimité des peuples autochtones en tant qu'entité souveraine. On parle ensuite des pauvretés et ressources moindres. Donc, les manques de ressources humaines et financières ont constitué un obstacle à la participation autochtone. Dans le monde, en général, les Autochtones sont surreprésentés parmi les pauvres et les plus pauvres. Vous n'êtes pas sans le savoir. Et en fait, en raison d'obstacles logistiques, financiers, politiques, les organisations et les individus autochtones, ils ont recours à des partenariats pour participer aux conférences, ce qui illustre, selon moi, encore une fois, la fragilité persistante de la participation autochtone aux grandes conférences internationales. Il y a la vulnérabilité des femmes, facteur de comorbidité particulièrement importante sur la santé des femmes et des jeunes enfants sur le plan autochtone et les changements climatiques. Et autre facteur super intéressant, la marginalité épistémologique. Il y a une marginalisation historique, en fait, qui est due aux perceptions entre la légitimité des systèmes de savoir indigènes et traditionnels versus la science occidentale. Et quand on parle aux accords de Paris, quand on suggère des choses, quand ils présentent en fait leurs études et leur approche, souvent, c'est pas du tout sur un même pied et égalité. Puis, ce qu'ils proposent, c'est vu un peu comme de l'anecdotique, du traditionnel, du folklore, et pas comme de la science. Donc, il y a une citation que je trouve vraiment intéressante de l'analyse de Comberty ici, qui dit que les connaissances scientifiques sont inlassablement et sans esprit critique privilégiés par rapport aux connaissances traditionnelles autochtones et locales qui continuent d'être considérées comme inférieures, superstitieuses, anecdotiques et donc moins fiables, malgré de nombreuses études démontrant leur pertinence pour comprendre les schémas locaux des changements climatiques. Et finalement, il y a une marginalité linguistique où est-ce que les peuples autochtones ont quand même eu des gros défis par rapport aux barrières de la langue, tant dans les processus, dans les espaces de négociation que dans les processus et à l'extérieur, en fait, des espaces de négociation de la COP 21. Donc, sans aller plus loin dans ces facteurs-là, les facteurs de vulnérabilité se lient aux obstacles et aux capacités qui n'ont pas été acquises pour négocier sur un poids égalitaire. Il faut dire, par contre, que les cohortes qui sont là, en fait, les personnes qui représentent les groupes autochtones aux accords de Paris, c'est des gens qui ont des gros skills en négociation, skills acquis dans les dernières années, d'ailleurs grâce à la mondialisation qui leur a permis d'avoir des représentations autochtones, d'intégrer les champs universitaires, d'intégrer certaines négociations, etc. Par contre, il y a tellement de marginalité qui demeure et qui s'accumule, qui continue à avoir je vais aller plus vite, avoir plein d'obstacles qui va s'illustrer par temps de parole beaucoup limité, statut d'observateur, complexité dans les processus, de price of non-settlement, parce que comme le disait Afi au début, ce qu'on voit, c'est qu'ils payent un beaucoup plus grand prix en demeurant dans la situation vulnérable dans laquelle ils sont, alors que les États renforcent leurs privilèges en restant un peu
dans un statu quo sans demande, sans devoir réparer, en fait, et s'investir davantage dans les changements climatiques. Et bon, allez, pour finir très, très rapidement, selon moi, les capacités résultent sous mon compte peuvent être maintenues, renforcées ou acquises. La capacité en négociation, c'est un concept qui étend le terme de renforcement des capacités pour englober tous les aspects de la création, d'un maintien de la croissance des capacités dans le temps. Ça implique l'apprentissage et diverses formations, mais aussi des efforts continus pour développer des institutions, la conscience politique, les ressources financières, les systèmes technologiques, l'environnement favorable au sens large. Donc, les modes de PRD, que je n'ai pas trop le temps de rentrer là-dedans, peuvent offrir des cadres ou des opportunités de capacitation en présence de forts déséquilibres en co-construisant, dans le fond, des processus qui répondent mieux aux besoins des différents groupes, qui les forment, qui les accompagnent et en fait, qui permettent éventuellement d'avoir une participation beaucoup plus équitable et ainsi une chance d'avoir des résultats mutuellement satisfaisants. Merci.